Tout à fait, Vincent. Je suis dans la cour intérieure du château de Saint-Germain-en-Laye qui se dévoile à nous sous son aspect Renaissance. Alors, ce château est très important. Pourquoi? Parce que de grands rois ont été hébergés dans ce château. On peut citer François Ier, Henri IV, Louis XIV. Et je vais retrouver Hilaire pour en savoir un petit peu plus. Bonjour Hilaire. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du site. Racontez-moi un petit peu l'histoire de ce château remarquable. Depuis le Moyen Âge, Saint-Germain accueille les chasses, les activités des rois. C'est Louis VI le Gros, au IIe siècle, qui donne trace d'une première résidence. Puis derrière nous se trouve la chapelle palatine, cette chapelle édifiée par Louis IX, le futur Saint-Louis, dans le style gothique de cour, gothique rayonnant. Il est très attaché au site Saint-Louis. Il est né à Poissy, à 4 kilomètres, et on peut dire qu'au Moyen Âge, c'est un grand logis aux confins du royaume de France. Alors cette chapelle qui est aussi un monument remarquable et qui a marqué l'histoire, il faut savoir que Louis XIV a été baptisé dans cette chapelle. Au fur et à mesure des rois, il y a des remaniements qui sont faits dans ce château. Absolument. On est là dans l'état Renaissance. On rentre dans une cour qui est l'état voulu par François Ier en 1539. On est dans l'architecture de Renaissance en Île-de-France, alliage de briques et de pierre. Il y a d'ailleurs laissé sa trace, surlignée au XIXe siècle, la salamandre, le F, le monogramme de François Ier. En réalité, la cour s'installe véritablement à Saint-Germain, non pas de manière sédentaire, mais par saison, de François Ier jusqu'à Louis XIV. On y administre l'État, on y fait la paix, on y fait la guerre, on y organise des ambassades, on y organise des fêtes aussi. Ah, vous me parlez de Louis XIV, il est né ici à Saint-Germain-en-Laye. Dans ce château, il y est très attaché. Il est très attaché, il est né dans cette ville, au Châteauneuf, pas très loin d'ici, ce deuxième site, et puis il est surtout marqué par l'expérience de son départ à 10 ans dans la nuit avec sa mère Anne d'Autriche pendant la Fronde. Les 40 premières années du règne, celui où il apprend la danse, où il apprend la séduction, où apprend à paraître devant ses courtisans, elle se déroule ici et non à Versailles. Et c'est un lieu très important, sa découverte du corps des femmes, de ses premières maîtresses, Madame de Fontanges, Madame de Montespan. C'est tout à fait essentiel dans la vie du jeune roi. Vous l'aurez compris, des histoires, les murs de ce château en ont à raconter. Alors finalement, il est malheureusement déserté au profit de Versailles. Qu'est-ce qui se passe après? En 1682, c'est une date très importante, effectivement. Louis XIV a fait construire Versailles pour montrer la magnificence du règne, l'absolutisme royal, la prestance vis-à-vis des cours européennes. Et Saint-Germain a un destin assez étonnant. Des officiers de la couronne, des serviteurs du roi y demeurent en tant que locataires. Mais surtout, c'est un pénitencier militaire sous la monarchie de Juillet. Et avant, c'est une école de cavalerie. Il cherche son destin. Et en fait, il faut Napoléon III pour créer un musée, le musée gallo-romain, le musée des antiquités nationales, ancêtre du nôtre. Un musée que nous allons découvrir ensemble tout à l'heure. Et en attendant, je veux bien une petite visite guidée. Alors on l'a fait ensemble. Allez. Tout à fait, Vincent, et je passe du néolithique à l'âge du bronze pour vous faire découvrir ce musée incroyable. Créé en 1867 à l'initiative de Napoléon III, cet empereur passionné d'histoire, passionné d'archéologie, décide d'investir le château de Saint-Germain-en-Laye, qui est à ce moment-là en piteux état, pour installer une collection d'objets rares. Et je retrouve Catherine, directrice scientifique du musée, pour en savoir plus. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, s'il vous plaît, racontez-moi ce musée de l'archéologie. Alors, ce musée vous raconte l'histoire des populations sur le territoire national, mais avec une envergure plutôt européenne, depuis les premiers outils, on est à plusieurs millénaires avant notre ère, jusqu'au premier roi de France, vers le 7e siècle, avec des prolongements effectivement jusque vers le 10e. Alors, le musée se décline en plusieurs salles qui a une approche chronologique. Là, nous sommes dans la salle du bronze. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, la salle du bronze? La salle du bronze nous raconte les premiers métallurgistes, c'est-à-dire l'invention à la fois du bronze, l'utilisation de l'or, en particulier pour des parures et des objets religieux, et une société un petit peu conflictuelle, avec vraiment une apparition de sociétés hiérarchisées. Votre collection est très riche, remarquable. Plus de 30 000 objets sont exposés, des objets qui appartiennent à la collection. Et juste là, il y a quelque chose qui m'attire l'œil parce que c'est tout doré, c'est un peu bling-bling. C'est les parures justement dont vous parliez. Voilà, ce sont des parures en or qui sont parfois pour certaines assez inexplicables. Cette fameuse ceinture, on ne sait pas trop à quoi elle servait, mais qui nous montre à la fois un savoir-faire extrêmement sophistiqué, très moderne dans ses formes, et aussi l'idée du prestige, c'est-à-dire la recherche effectivement de se distinguer au sein de la société. C'est vrai que c'est très fin, très délicat. En effet, la ceinture, je crois qu'elle fait 4 kilos, c'est ça? On n'a pas l'impression. 2,5 kg, ce qui est déjà j'exagère énorme. un peu, 2,5 kg. Donc moi, je me verrais pas trop la porter. Et ça vous fait quoi, vous, d'ouvrir cet espace au public et de lui faire découvrir à la fois les débuts des outils, de l'armement, jusqu'à des parures délicates et dorées comme celle-ci?
Je dirais que si je suis là, c'est pour ça, hein. L'ouvrir à la fois aux scientifiques et l'ouvrir ce qu'on appelle le grand public, hein, qui en archéologie est un public très homogène, hein, faute d'enseignement très profond à l'école. Enfants comme parents ont une connaissance assez voisine de ces périodes-là, ce qui donne un public très très homogène. Eh bien, écoutez, moi, je l'avoue, hein, sans rougir, j'ai une connaissance qui est proche de celle d'un enfant de 4 ans en termes d'archéologie. Donc, je veux bien que vous me fassiez un petit peu visiter. Et puis, vous, venez découvrir cet endroit parce qu'il y a vraiment de l'émerveillement dans chacune des salles. On va voir un petit peu tout ça ensemble. Oui, bien sûr. Allez.